Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. C'est la fête des mères et à cette occasion, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi ainsi que son épouse, Madame Intisar el-Sisi, ont assisté ce matin à une cérémonie marquant la fête des mères, célébrée le 21 mars. Il s'agit plus ou moins d'une tradition que le chef de l'État essaye d'établir depuis quelques années. C'était l'occasion de parler de la femme égyptienne. De rendre hommage à la femme qui occupe un rôle très important et qui joue aussi un rôle très important dans la société. Le chef de l'État a rendu hommage au rôle que la femme égyptienne joue dans la société et pour le bien de la patrie. Il a aussi abordé plusieurs dossiers dont aussi nous allons essayer d'aborder dans cette édition de Direct. Tout cela, ça va être dans quelques petits instants. سيدات مصر العظيمات، تحية وإجلالا للمرأة المصرية، صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن. وكانت سعادتي تمتزج بفخر بالغ وأنا أشاهد معكم تلك النماذج المشرفة والعلامات المضيئة من الرموز النسائية المصرية في شتى المجالات والقطاعات. لم أكن يوما ما وراء مكسب المادي، ولكني استثمرت دمي وشبابي في تربية النشء. نفسي أشوفك. وأنا ليه الشرف. والله كان نفسي أشوفك يا سعادة الرئيس. ولا أظنني أبالغ إن قلت إن الجزء الأكبر من عظمة هذا الوطن قد استمده من روعة المرأة المصرية. Que ce soit la fête du petit Bayram, du grand Bayram et à différentes occasions, de voir que l'État paye les dettes de ces femmes-là et les libère. Pas seulement s'arrête jusque le fait de les libérer, mais essaye de les réintégrer dans leur société parce que parfois, vous savez que ces femmes-là, elles signent les dettes pour leur famille et finalement leur famille les rejette quand elles vont en prison. On voyait à quel point la société parfois est très dure à l'égard de ces femmes. Et donc l'État vraiment a joué un rôle depuis plusieurs années, 3 ou 4 ans, un rôle vraiment, je dirais, important et majeur. Et vraiment l'État a assumé presque l'unique responsabilité face à cette situation. Aujourd'hui, ce qui m'a paru très important et très intéressant, c'est que le président de la République a eu le courage, ce que je faisais souvent, mais j'étais critiquée quand je le faisais, a eu courage de montrer du doigt les vraies causes et les vraies raisons de cette situation catastrophique et comment c'est vraiment je dirais, une erreur sociale auquel on devrait y remédier, le fait que parfois dans certaines familles, dans certaines régions, surtout dans quelques zones rurales, on cherche à vraiment offrir aux filles au moment du mariage des meubles trop chers ou des appareils électroménagers en grand nombre, et du coup ce qui dépasse les capacités des parents, et donc finalement ils se retrouvent en train de signer des prêts, des dettes, et finalement ça finit très mal parce qu'ils ne sont pas toujours capables de les payer. Je crois que ce qui est aujourd'hui très important, c'est que le président de la République a osé de montrer du doigt le véritable problème et de parler ouvertement aujourd'hui des maux de la femme égyptienne, que ce soit ces femmes-là qui sont endettées et qui injustement à cause je dirais, préjugés sociaux vont en prison, ou encore de femmes ou de jeunes filles, surtout de jeunes filles, parfois qui sont au-dessous de l'âge de 18 ans et qui se retrouvent mariés, et que véritablement il a insisté à renforcer les législations en ce qui concerne ce problème-là, même si depuis plusieurs années ça a été très contrôlé, mais le président de la République, il insiste vraiment à aller très loin dans ce dossier-là. Et je crois que
les deux éléments qu'il a traités aujourd'hui me paraissent très importants et je crois qu'une grande part de la responsabilité incombe à la société et non pas à l'État. Parce que moi, franchement, je trouve que l'État, spécialement pour le dossier des femmes endettées, a fait un effort, je dirais, très important qu'on ne peut pas nier depuis 4 ans, depuis même l'accès du président de la République au pouvoir. Et il en a fait comme un dossier vital et chaque année, il insiste véritablement à aider ces femmes. Il y a aussi des associations caritatives qui s'en chargent. Donc vraiment, il y a des efforts qui ont été déployés dans ce sens-là, mais en même temps, le nombre de ces femmes endettées ne connaît pas un recul ou une régression parce que il y a la part de la responsabilité sociale et qui n'est pas toujours assumée. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a rappelé aux Égyptiennes, d'une manière ou d'une autre, qui sont des partenaires à part entière avec l'État et qu'ils sont aussi responsables de coopérer pour protéger les femmes. Très bien. Il y a le mariage, justement. Des mineurs, oui. Voilà, le mariage des mineurs. Voilà, ça c'est un point très important puisqu'il y a des femmes qui s'endettent pour le mariage de leurs enfants. Il y a aussi des familles qui osent procéder justement au mariage des filles mineures. Ça c'est un point très important. La société essaye de déployer un certain effort en ce sens. Il y a les efforts déployés par le ministère de la Solidarité, mais c'était aussi l'occasion aujourd'hui d'insister sur le rôle du Parlement pour légiférer, justement pour que la législation soit aussi là pour interdire un phénomène, si l'on peut dire. Voilà. Oui, mais en fait, il y a des législations qui sont déjà, je dirais, présentes, mais peut-être qu'elles ne sont pas assez, je dirais, strictes. C'est-à-dire qu'il faut juste les renforcer pour que véritablement, ça soit considéré par les parents qui agissent de la sorte, que ce soit vraiment, ils soient jugés comme étant fait un crime, pas seulement une transgression à la loi. Mais il y a bien sûr des législations qui l'interdisent et l'État vraiment a déployé un effort immense, que ce soit à travers le ministère de la Solidarité sociale, mais aussi, il ne faut pas oublier le Conseil national de la femme, qui aussi déploie un effort important dans ce sens-là et qui essaye parfois de sensibiliser les familles quant au danger de ce phénomène-là. Oui, c'est vrai que le Parlement peut jouer un rôle en renforçant la loi, étant donné que c'est je dirais quoi, le bras. Je dirais quoi de l'État pour tout ce qui est application de la loi, mais il faudra aussi aller plus loin que ça parce que seulement renforcer les lois, recourir à l'application des lois à travers le ministère de l'Intérieur, c'est pas l'unique solution. Il y a aussi un travail qui doit être fait sur le terrain. Je crois que aussi l'Azhar et l'Église ont un rôle à jouer dans ce sens-là pour vraiment faire comprendre aux parents qui ne sont pas en train de servir une cause noble, mais qui sont en train de détruire la vie de personnes et que ça c'est quand même un péché mortel comme le fait de voler, de tuer et que c'est aussi une façon pas de commettre un vrai viol, mais je dirais de violer la vie de quelqu'un ou de voler la vie de quelqu'un qui est encore très jeune. De toute façon, il y a plusieurs dossiers qui se mêlent plus ou moins, c'est-à-dire en fin de compte, il y a le projet qui vise le développement des villages égyptiens et ça rentre aussi dans ce contexte, c'est-à-dire que voilà, ce sont des efforts déployés. Ça, c'est un projet qui est génial et je crois que véritablement, parce que quand on parle de 1500 villages, au début, quand on nous a parlé du développement, on a pensé que... Oui, pour la première phase, exactement. On a pensé que le développement, c'est surtout un développement d'aménagement de routes, d'aménagement de reconstruction de maisons, mais finalement, on a découvert que non, c'est toute une philosophie et qui va beaucoup plus loin que le simple réaménagement de lieux, mais que ça va même jusqu'à examiner les besoins de chaque village et même de savoir dans chaque zone, les gens peuvent travailler dans quel domaine, de sorte véritablement à reformer la population, spécialement les femmes, et les aider vraiment à aller plus loin dans ce secteur. Très bien, ça touche certainement tous les aspects de la vie, Oui, mais ça va vraiment aider beaucoup les femmes, spécialement dans les familles où les femmes sont trop pauvres et dans les familles monoparentales qui sont assumées par des femmes.
Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Madame Nesrine Chokri, vous êtes journaliste. Merci beaucoup de vos précisions. Peut-être un point en plus à préciser, il s'agit justement de la protection de la femme. Certainement, il y a tous ces efforts déployés pour aider les femmes, ces initiatives qui concernent justement les femmes, comment est-ce qu'elles peuvent être indépendantes, les aider à avoir un petit projet, à monter un petit projet. Il y a aussi la protection de la femme dans les moyens de transport. Ça aussi, c'était un point qui a été abordé aujourd'hui. De toute façon, à présent, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives à la Banque centrale en vue de lancer un nouveau programme de financement immobilier au profit des classes à faible et à moyen revenu. Le président el-Sisi examine le projet de budget de l'exercice financier 2021-2022 et ordonne d'augmenter les salaires des employés de la fonction publique, soit au total de 37 milliards de livres égyptiens. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président de la République du Sri Lanka, M. Gotabaya Rajapaksa. L'appel a porté sur les moyens de renforcer les relations et la coopération bilatérale. Le président el-Sisi s'entretient au téléphone avec le premier ministre grec de la coopération bilatérale et des questions régionales en Méditerranée orientale. Le président Abdel Fattah el-Sisi déplore le décès du président tanzanien John Magufuli. Le président el-Sisi s'entretient au téléphone avec le premier ministre britannique du dossier libyen, de la question du barrage de la Renaissance et des relations bilatérales. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue une tournée d'inspection des travaux de réaménagement du réseau routier et des axes routiers au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi poursuit les efforts de l'État visant à réduire les importations et à accroître la dépendance vis-à-vis des produits locaux, en plus des développements de l'établissement de complexes industriels à l'échelle nationale. Voilà, on enchaîne avec le dossier palestinien. Je vous rappelle qu'au terme de 2 jours de dialogue national au Caire, les factions palestiniennes ont conclu un accord sur la tenue des élections générales qui reprend effectivement les grandes lignes du décret signé par le président Mahmoud Abbas en janvier dernier. La crise ou la question palestinienne est comme toujours au cœur des préoccupations de la direction politique ici en Égypte. Je vous laisse avec les détails tout de suite de Dalia Karam. Dans un communiqué final publié à l'issue des sessions de dialogue national au Caire, les factions palestiniennes, dont Fatah et Hamas, ont affirmé qu'elles respecteraient le calendrier fixé par le décret présidentiel pour la tenue des élections générales. Elles ont souligné que ces élections devraient se dérouler dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, Cisjordanie y compris la ville sainte de Jérusalem-Est et la bande de Gaza pour le conseil législatif et la présidentielle. Les factions palestiniennes se sont engagées à respecter les résultats de ces élections. Les différents acteurs de la vie politique palestinienne ont convenu également que la Cour des affaires électorales sera constituée par consensus et comprendra des juges de la Cisjordanie, dont des juges résidant à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Cette cour sera chargée de suivre toutes les questions relatives au processus électoral, à ses résultats et aux questions soulevées. Elle sera formée selon un décret présidentiel qui précise ses fonctions sur la base de ce consensus et conformément à la loi, précise le communiqué. Elle sera formée selon un décret présidentiel qui précise ses fonctions sur la base de ce consensus et conformément à la loi, comme le précise
le communiqué. Les factions palestiniennes veulent que ce soit la police palestinienne en uniforme et personne d'autre qui sera habilitée à sécuriser les bureaux de vote. Et afin de créer un environnement propice pour la tenue d'élections libres et propres, elles se sont engagées à assurer la liberté d'expression, la libération immédiate des prisonniers politiques et de mettre un terme aux poursuites de personnes pour leurs appartenances politiques ou leurs opinions. Elles ont appelé le président Mahmoud Abbas à publier un décret contraignant et à former un comité national pour suivre la mise en œuvre des décisions prises au Caire. Les factions palestiniennes se sont accordées également sur la constitution des comités chargés de suivre l'application des mesures visant à remédier à tous les aspects politiques et sociaux ayant résulté de la division palestinienne. Selon le décret présidentiel signé au mois de janvier 2021, les élections législatives auront lieu le 22 mai, l'élection présidentielle le 31 juillet et celle du Conseil national palestinien, le Parlement de l'Organisation de libération de la Palestine, le 31 août. Voilà, le Caire accueille les factions palestiniennes, donc une nouvelle occasion peut-être pour discuter des différents. En fait, dans un communiqué final publié à l'issue des sessions de dialogue national au Caire, les factions palestiniennes, dont Fatah et Hamas, ont affirmé qu'elles respecteraient le calendrier fixé par le décret présidentiel pour la tenue des élections générales. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, madame. La question palestinienne à la une de la scène politique de nouveau et on voit cette réunion des factions palestiniennes ici au Caire, un dialogue interpalestinien encore une fois sous le patronage du Caire. Oui, vous avez raison, madame. Du point de vue de la politique étrangère égyptienne, oui. La question palestinienne occupe maintenant, en fait, comme toujours, oui. Une position centrale, car le Caire, durant les 2 derniers mois, en février et en mars, a accueilli, comme vous venez de le préciser, madame, un dialogue national palestinien, entre guillemets. Le premier était en février dernier, et le deuxième était le 16 et le 17 mars courant. L'objectif de ce dialogue est précisément les factions palestiniennes, ils étaient de nombre de 15, se mettre d'accord sur les modalités des prochaines élections législatives et présidentielles en Palestine en mai et en juillet prochain. Ainsi, les élections du Conseil national palestinien. Le Conseil national palestinien, comme vous le savez, madame, est le Parlement national de toute la Palestine et de tous les Palestiniens, pas seulement dans les territoires occupés à Gaza, mais dans le monde entier et à Jérusalem-Est aussi. Oui. Alors, le Caire voulait que les factions palestiniennes, avec l'autorité palestinienne, y compris Hamas et le djihad, l'organisation de djihad islamique, se mettent d'accord sur les modalités de ces élections. Car, du point de vue égyptien, la tenue de ces élections est importante dans la mesure où ça va permettre la formation d'un gouvernement d'unité nationale, oui. C'est-à-dire de mettre fin à la division palestinienne entre l'autorité palestinienne à Ramallah et Hamas à Gaza. Et heureusement, les factions palestiniennes se sont mis d'accord sur ces modalités. Ils sont convenus sur la formation d'un tribunal pour arrêter certainement les critiques des résultats des élections. Et ils se sont mis d'accord aussi sur
qui va surveiller les préparatifs et le déroulement des élections, et puis certainement l'autonomie de la commission d'élection indépendante de la Palestine, qui est mandatée à surveiller ces élections-là. Alors c'est un point central à mon avis. Et alors espérons, madame, que ces factions-là qui ont signé une charte de bonne conduite en ce qui concerne les élections vont respecter cette charte-là, et que ces élections seront tenues dans les dates précisées dans le décret présidentiel par le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas. L'Égypte croit que la formation d'un gouvernement d'unité nationale est une condition préalable avant la reprise, espérons, la reprise des négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Ceci dit, certainement, comme vous le savez, madame, les Israéliens vont aller aux urnes après-demain, le 23 mars, pour la 4e fois durant les 2 dernières années, pour élire un parlement, le Knesset israélien, et un autre gouvernement israélien. Aujourd'hui, je viens de lire un rapport qui prédit que le gagnant serait le parti de l'extrême droite, Likoud, c'est-à-dire le parti de M. Netanyahu. Alors l'équation au Moyen-Orient est un peu critique, et pour faire une percée dans la scène moyen-orientale, l'Égypte croit dans la nécessité et l'importance des élections palestiniennes prévues pour mai et juillet et août 2021. On l'espère bien, Monsieur l'ambassadeur Hissène Halidi. Merci beaucoup de vos précisions. Ambassadeur Hissène Halidi, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci encore une fois à vous. Et là, on reste avec le même dossier. C'était tout ce qui a rapport avec le dialogue interpalestinien. Comme vient de le préciser Monsieur l'ambassadeur, on espère bien voir le gouvernement d'unité nationale. Mais parallèlement à ceci, il y a le processus de paix israélo-palestinien. Rappelons donc que vendredi 12 mars, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Allemagne et de la France, mais aussi de la Jordanie, se sont réunis à Paris afin de poursuivre leurs efforts visant à contribuer à faire progresser le processus de paix au Proche-Orient vers une paix juste, globale et durable. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient et le représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient étaient également présents. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Allemagne et de la France et de la Jordanie se sont réunis à Paris vendredi 12 mars afin de poursuivre leurs efforts visant à contribuer à faire progresser le processus de paix au Proche-Orient vers une paix juste, globale et durable. Ils se sont déjà rencontrés à 3 reprises dans cette configuration, à Munich le 15 février 2020, à Amman le 24 septembre 2020 et au Caire le 11 janvier 2021, pour contribuer à restaurer un environnement favorable à la reprise du dialogue entre les deux parties. Les 4 ministres des Affaires étrangères étaient accompagnés de la représentante spéciale de l'Union européenne, Susanna Terstal, et du nouveau coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wennesland. Tous affichent la volonté de contribuer à une paix durable et à la stabilité dans la région. Une solution négociée à 2 États, telle est leur ferme conviction, est la meilleure option pour la sécurité d'Israël et l'autodétermination de l'avenir des Palestiniens. Le nouveau gouvernement américain s'est aussi rallié à l'objectif d'une solution négociée à 2 États. Les 4 ministres ont appelé les parties prenantes à s'abstenir de toute mesure unilatérale compromettant la perspective d'un règlement juste et durable du conflit. Ils ont insisté sur la nécessité de cesser toutes les activités de colonisation, y compris à Jérusalem-Est, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ils ont également considéré que la politique de colonisation à travers la construction et l'extension des colonies ainsi que la confiscation des infrastructures et des biens palestiniens constitue une violation du droit international compromettant la viabilité de la solution des deux États. Les 4 ministres ont aussi rappelé l'importance de respecter le statut historique et juridique des lieux saints de Jérusalem. À cet égard, ils ont rappelé l'importance du rôle historique de gardien des lieux saints de Jérusalem exercé par la monarchie hachémite. Ils ont enfin exprimé leur souhait de travailler étroitement et activement avec le Quartet et les États-Unis, ainsi que tout autre acteur engagé en faveur d'une paix juste et durable dans la région. Voilà, justement à l'issue de sessions de dialogue national au Caire, comme on vient de le dire, les factions palestiniennes justement ont affirmé qu'elles respecteraient le calendrier fixé par le décret présidentiel pour la tenue des élections générales. Et parallèlement à ceci, il y a les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de la Jordanie et de l'Égypte, bien sûr, se sont réunis à Paris afin de faire progresser le processus de paix au Proche-Orient. Pour plus de précisions sur cette rencontre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, à partir de Paris, M. Riz Shahata. Bonsoir, M. Riz Shahata, vous êtes analyste politique. Oui, bonsoir et merci pour votre invitation et je souhaite bonne fête des mères à tous les Égyptiens. Merci beaucoup à vous, M. Riz Shahata. Donc, encore une fois, on parle d'une paix juste, globale et durable au Proche-Orient. Il y a cette réunion de Paris qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Allemagne, de la France et de la Jordanie, ainsi que le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient et le représentant spécial de l'Union européenne. En fait, encore une fois, on parle du processus de paix et peut-être à quelques jours de la tenue, de quelques semaines, puisque c'était le 12 mars, de la tenue des élections en Israël. Oui, bien sûr qu'il est plus que jamais nécessaire d'avancer dans ce dossier actuellement. Tout le monde est intéressé par une paix durable et juste entre l'État d'Israël et l'État de la Palestine. Et dans ce sens-là, bien sûr, l'Égypte a un rôle historique d'encourager les différents partis de l'État palestinien de se mettre ensemble et trouver un accord parce qu'il s'agit de l'intérêt de l'État palestinien et c'est un rôle que l'Égypte a toujours tenu et encore plus avec notre président Abdel Fattah el-Sisi. L'Europe aussi, elle est très intéressée pour ce processus. Israël également, elle veut après la normalisation qu'elle a fait avec plusieurs pays arabes, elle veut encore aller plus loin et régler le problème de l'État palestinien pour que enfin la paix soit pour tout le monde. Très bien. Monsieur Riz Shahata, les 4 ministres ont insisté sur une solution négociée à 2 États. Telle est leur ferme conviction selon les déclarations. Encore une fois, on parle de 2 États, certainement, comme était toujours le cas, voilà, la proposition des pays arabes, mais aussi, voilà, de la communauté internationale, si on peut dire. Ils ont appelé les parties prenantes à s'abstenir de toute mesure unilatérale compromettant la perspective d'un règlement juste et durable du conflit. À quel point de telles déclarations puissent-elles justement encourager et Palestiniens et Israéliens à avancer justement vers une paix juste et globale avec 2 États? On sait que la France en particulier et l'Union européenne en général appellent pour la solution de 2 États qui vivent côte à côte en sécurité et en paix. Et cette position n'a jamais changé. Oui. Donc, il travaille toujours sur cette position. C'est vrai aussi, ça dépend de qui va diriger Israël, parce que nous avons besoin de la souplesse pour avancer dans ce projet.
c'est toujours un projet de paix, il est toujours très très difficile. Celui-là, il a assez duré et il est temps, bien sûr, de mettre tout le paquet pour le régler. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Le peuple palestinien qui a subi énormément a le droit à son État et à son administration. On sait tous que malheureusement Hamas a saboté à chaque fois tout avancement dans la paix. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont être raisonnés, surtout la situation internationale et la situation de Proche-Orient change un peu. Sans parler des événements qui se passent aujourd'hui avec la Turquie, mais on va dans le bon sens et on va terminer avec les frères musulmans qui étaient source du mal dans tous les projets, y compris le projet de paix entre Israël et la Palestine. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, M. Rez Shahata. Merci beaucoup à vous. Vous êtes analyste politique. Merci de votre précision. Et là, justement, rappelons que les 4 ministres ont aussi considéré que la politique de colonisation à travers la construction et l'extension de colonies, ainsi que la confiscation des infrastructures et des biens palestiniens, constitue une violation du droit international compromettant la viabilité de la solution à 2 États. Là, justement, avant de terminer cette édition de direct, je vous laisse avec un dernier commentaire. Je vous rappelle justement que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu vendredi au téléphone avec le Premier ministre britannique Boris Johnson au sujet du grand barrage éthiopien de la Renaissance et des derniers développements de la situation en Libye. Le président et son interlocuteur ont également évoqué la coopération entre leurs pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. Je vous laisse avec ce commentaire. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition de Direct. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi 19 mars un appel téléphonique du Premier ministre britannique Boris Johnson. Les discussions étaient axées sur le renforcement des relations bilatérales dans les différents domaines. Le président el-Sisi et son interlocuteur ont également passé au crible plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la situation en Libye. Le président el-Sisi a confirmé à cet égard la position constante de l'Égypte quant à la crise libyenne, soutenant le rétablissement et de la stabilité de la sécurité en Libye pour réaliser les aspirations du peuple libyen frère qui ambitionne l'instauration de la paix et l'amorce du processus de reconstruction de son pays. De son côté, le Premier ministre britannique a exprimé son appréciation pour les efforts considérables déployés par l'Égypte afin de parvenir à un règlement définitif de la crise libyenne. Les 2 parties ont convenu à poursuivre leurs consultations et leur coordination à cet égard. En ce qui concerne le processus de paix au Proche-Orient, le président el-Sisi et M. Johnson se sont accordés sur l'importance de la reprise des négociations entre les 2 parties palestiniennes et israéliennes pour parvenir à une solution juste et globale. Le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance figurait également au menu des discussions. À cet effet, le président el-Sisi a confirmé que l'eau du Nil pour les Égyptiens était une question de vie, une question de sécurité nationale. Il a de même confirmé l'attachement de l'Égypte à préserver tous ses droits hydriques à travers un accord juridique contraignant sur les règles du remplissage et du fonctionnement du barrage respectant les intérêts de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, l'entretien téléphonique a également porté sur la coopération bilatérale, notamment sur les plans sécuritaires, militaires, commerciaux et touristiques. Le Premier ministre britannique a souligné à cet effet l'attachement de son pays à renforcer sa coopération avec l'Égypte dans les divers domaines. Il a enfin salué le rôle pivot de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique, la qualifiant de poids lourd sur les 2 plans régional et continental et de partenaire stratégique du Royaume-Uni.